Moussa Mara succède à Oumar Tatamli à la primature. La passation de service a eu lieu ce matin entre les deux personnalités. Le nouveau Premier ministre place son action sous le signe du respect du fait majoritaire, de l'intégrité et de la loyauté envers le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Les rideaux sont tombés sur les travaux de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Mali. 3 jours auront permis aux participants de trouver des voies et moyens pour sortir l'école malienne de l'ornière. Et de la culture dans cette édition, direction le musée national où se tient, et ce jusqu'au 31 mai, l'exposition de Amaguile Dolo, amateur de peinture, de sculpture ou de céramique. Vous allez être émerveillés devant la création de cet artiste partisan de la nature originaire de Ségou. Bonsoir à tous, bienvenue à ce 20h que j'ai le plaisir de vous présenter. Passation de service ce matin entre Oumar Tatamli et Moussa Mara, le nouveau Premier ministre. C'était à la primature. Les deux personnalités se sont entretenues pendant une vingtaine de minutes sur certains dossiers de l'heure. Moussa Mara a ensuite accompagné son prédécesseur avant d'animer un point de presse au cours duquel il a dévoilé les 6 axes stratégiques sur lesquels il va travailler. Ce sont donc 6 grands axes stratégiques sur lesquels le nouveau Premier ministre va travailler pour mener à bien la mission que vient de lui confier le chef de l'État. Moussa Mara a dévoilé ces 6 axes au cours d'un point de presse. Selon lui, le gouvernement place son action sous le signe du respect du fait majoritaire, de l'intégrité et de la loyauté envers le chef de l'État. Les précisions, c'est avec Mamari Kouli. C'est dans la plus grande simplicité et dans une atmosphère de grande cordialité que s'est déroulée cette cérémonie de passation de service entre Oumar Tatamli et Moussa Mara. Apparemment, les deux hommes se connaissent car tout était amical. Premier acte de la cérémonie, échange entre les deux personnalités en présence des cadres de la primature. Deuxième acte, tête à tête entre les deux hommes, et cela a duré 15 minutes environ. Occasion pour Oumar Tatamli de passer les témoins à Moussa Mara, sans doute les dossiers brûlants de l'heure. À 39 ans, Moussa Mara devient ainsi le plus jeune Premier ministre de l'histoire du Mali. Service pris, pas de temps à perdre, le nouveau Premier ministre a aussitôt remercié son prédécesseur pour le service rendu à la nation. Troisième et dernier acte, Moussa Mara accompagne son prédécesseur avant de retourner occuper son nouveau fauteuil. Donc, ce sont 6 grands axes stratégiques sur lesquels le nouveau Premier ministre va travailler pour mener à bien la mission que vient de lui confier le chef de l'État. Moussa Mara a dévoilé ces 6 axes au cours d'un point de presse. Mamari Kone, reportage. Avant de prendre fonction, le nouveau Premier ministre a jugé utile de faire une déclaration. Une déclaration qui prend l'allure d'une conférence de presse. Dans ses propos, il précise les jalons relatifs aux missions, au socle sur lequel le gouvernement entend travailler et sa méthode d'action. Vous me permettrez de remercier sincèrement le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour la confiance portée à ma personne et pour l'honneur qu'il me fait en me confiant la responsabilité de conduire l'action du gouvernement en ces moments difficiles pour notre pays. Remerciements aussi à mon prédécesseur, Oumar Tatamli, pour l'action déjà engagée, pour les actes déjà posés, avec un sens de l'engagement que j'ai pu mesurer, à la hauteur de son patriotisme, à la hauteur de sa volonté de changement dans notre pays. Lui souhaiter le meilleur pour le futur. Selon le Premier ministre, l'action gouvernementale sera conduite conformément aux orientations du président de la République. Orientations d'ailleurs approuvées massivement par le peuple malien lors de la dernière élection présidentielle. Ces orientations sont de 6 ordres. En premier lieu, la restauration et le renforcement de nos institutions. Vous n'avez pas de pays sans institutions.
Vous n'avez pas de république sans institutions. Renforcer la gouvernance des services publics, améliorer les rapports entre les citoyens et l'État et faire en sorte que notre État puisse être grandement restauré sur l'ensemble de notre territoire. Le second axe porte sur la sécurité de l'ensemble des Maliens où ils se trouvent et sur l'ensemble du territoire national. Ensuite, la réconciliation nationale. Il nous faut recoudre le tissu social qui a été particulièrement traumatisé par les troubles des années précédentes. Faire en sorte que les Maliens puissent, main dans la main, continuer à croire de nouveau à notre pays et à s'employer de nouveau à ce que notre pays puisse avancer. Vous avez après l'école qui conditionne notre avenir, mais qui détermine aussi notre présent et notre place dans le concert des nations. Redresser l'école, l'économie, créer les conditions d'un développement économique significatif qui puisse se traduire par une réduction forte de la pauvreté dans notre pays. Et en même temps, que les fruits de cette prospérité puissent être équitablement répartis. Qu'on fasse en sorte que le coût de la vie, en particulier dans nos villes, soit supportable et que le panier de la ménagère soit amélioré, comme on a l'habitude de le dire. Vous avez enfin le développement social. C'est le développement social en faisant en sorte que les services de base, éducation, santé, eau, électricité, logement, puissent être accessibles au plus grand nombre. Solidarité, intégrité et surtout loyauté envers le chef de l'État seront indispensables pour mener à bien l'action gouvernementale. Nous n'oublions pas que c'est le président de la République qui est choisi par les Maliens. Le gouvernement constitue son instrument d'action. Le gouvernement ne saurait exister. Un membre du gouvernement ne saurait travailler s'il n'est pas loyal au chef de l'État et à ses idéaux. Nous conduirons l'action du gouvernement avec l'esprit de solidarité entre les membres. Il ne peut y avoir de gouvernement que d'équipe. Une équipe, c'est tous mus dans une même direction, avec la volonté de réussir ensemble. Une équipe, ce n'est pas des individualités qu'on compile. Et nous allons y veiller. Nous allons animer le gouvernement avec l'état d'esprit d'intégrité absolue de ses membres. Nous ne pouvons plus nous permettre dans notre pays que la responsabilité publique soit considérée comme un ascenseur socio-économique. Que le responsable public ne soit plus au-dessus de tout soupçon. Pour que la mission soit couronnée de succès, le gouvernement entend se fonder sur le socle de la majorité présidentielle. Il entend aussi s'appuyer sur la société civile afin d'éviter le mur de méfiance entre elle et l'exécutif. Nous allons nous employer très rapidement à faire en sorte que la majorité présidentielle et l'exécutif soient main dans la main. Que cette majorité ait un contenu politique. Elle est diverse, elle est variée. Et c'est ce qui fait sa richesse, si tant est que l'exécutif a l'ambition et la volonté de travailler avec elle, et ce sera notre cas. Cette majorité, elle sera centrale dans notre action. Il ne peut pas y avoir de gouvernement en dehors de la politique. Le gouvernement, même par principe, c'est de la politique. La réussite de toute action publique dépend en grande partie de la méthode utilisée pour la rendre lisible. Moussa Mara fustige la lourdeur et l'indifférence administrative. Nous allons avoir à cœur le résultat, et rien que le résultat. Le résultat non pas en termes de réalisation, mais le résultat en termes de bien-être des Maliens. L'État n'a d'autre fondement, n'a d'autre justification que la satisfaction des attentes des citoyens. Donc nous devrons être
attentifs, et nous le serons, à ce que toute action que nous poserons soit mesurée à l'aune de son impact sur le bien-être des Maliens. C'est pour ce faire que très rapidement nous allons reconfigurer le programme d'action gouvernementale 2013-2018 pour l'axer davantage sur l'impact sur le bien-être des Maliens, le décliner en court, moyen et long terme et communiquer sur nos objectifs pour ensuite communiquer sur nos résultats. Pour conclure, le chef du gouvernement en appelle à plus de citoyenneté. Nous demandons à l'ensemble de nos compatriotes, en cette période difficile pour notre pays, que chacun mesure sa responsabilité, que chacun s'engage à travailler avec l'État, respecter les règles, payer ses impôts, s'impliquer dans la question publique pour qu'ensemble nous sortons notre pays de l'ornière. Le Premier ministre a pris fonction. Les regards sont maintenant tournés vers la nouvelle architecture gouvernementale. Selon le nouveau locataire de la primature, la liste des membres du gouvernement, c'est pour bientôt. Et juste après ce journal, vous pourrez suivre l'intervention du Premier ministre en langue nationale Bamanankan. Et au chapitre toujours des réactions suite à la nomination de Moussa Mara en qualité de Premier ministre, nous avons reçu aujourd'hui les messages de félicitations du Rassemblement pour la justice et le progrès, de la Fondation malienne pour l'entraide et le développement, de l'Alliance des nationalistes convaincus pour le développement, de la Coalition pour le développement, de l'Union des forces démocratiques, des Partis unis pour la République et de l'association Benkouda Solidarité Fraternité Malienne en France. Tous félicitent Moussa Mara pour la confiance que le président de la République vient de placer en lui pour conduire l'action gouvernementale et lui souhaitent plein succès. Par ailleurs, le Parti africain pour la solidarité et la justice, ALEMA PAJ, les Partis unis pour la République pure, l'Union des forces démocratiques et l'Association malienne des droits de l'homme, AMDH, dans des communiqués diffusés dans notre rédaction, condamnent avec la grande fermeté l'attaque armée barbare du domicile de l'ancien président de la République, Alpha Oumar Konaré. Il lance un appel aux autorités pour démasquer et punir les auteurs de cette agression. Fin aujourd'hui des travaux de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Mali. C'était cet après-midi sous la présidence du Premier ministre représentant le chef de l'État. D'importantes recommandations ont sanctionné cette rencontre qui aura duré 3 jours. Idrissa Kamara nous en dit plus. 3 jours de débats francs, intenses, parfois houleux, mais empreints de courtoisie, auront permis d'ausculter le grand malade qu'est le système d'enseignement supérieur du Mali. Au mot que les gangrènes, un traitement de choc est proposé. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que le patient peut compter sur l'assistance et le soutien de son sac de famille, en l'occurrence le gouvernement du Mali, qui se fera le devoir d'analyser avec le maximum de profondeur les propositions de thérapie, même les plus difficiles. Vous avez ausculté le grand malade qui est notre système d'enseignement supérieur. Vous avez mis le doigt sur les mots qui le gangrènent. Je puis vous assurer que le gouvernement et moi-même analyserons avec beaucoup de profondeur les propositions que vous venez de faire, même celles les plus difficiles à mettre en œuvre pour l'État. Le Premier ministre d'insister sur le rôle qui revient à ceux qu'il a qualifiés de crème de ce pays, à savoir les universitaires du Mali, notamment ceux de la diaspora, dans la refondation et la remise à l'endroit de notre système d'enseignement supérieur. Universitaires du Mali, universitaires de la diaspora malienne, vous êtes la crème de ce pays car vous êtes les mieux formés. Vous avez engrangé de l'expérience au contact d'autres horizons. La nation entière vous observe et attend de vous des résultats tangibles qui feront de nos institutions d'enseignement supérieur des institutions de formation pour répondre à nos besoins. Ces vœux du chef de gouvernement se verront exaucés si et si seulement, tels que formulés dans les recommandations, l'enseignement supérieur devenait une priorité nationale, une autorité autonome chargée de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur était créée, ou encore un pacte de stabilisation sociale pour l'apaisement
de l'espace universitaire signé. Autant d'actes pas hors de portée si tout le monde s'y mettait. Un mot à présent sur les coupures intempestives qui vit la capitale des Trois Caïmans. Depuis le début du mois de mars, les délestages constituent le lot quotidien des Bamakois. Selon EDM-SA, c'est la forte chaleur qui joue sur ces câbles. Pour soulager ces équipements et poursuivre la desserte en électricité, la société propose donc un délestage à travers 5 zones. C'est-à-dire que le courant électrique est suspendu à tour de rôle pendant 4 heures dans la journée et 2 heures la nuit. Moïse Traoré pour les explications. La canicule a une tension défavorable sur les câbles et le transformateur. Pour amortir la crise énergie du Mali, EDM-SA entreprend un programme de délestage. Le district de Bamako est réparti en 5 zones. À tour de rôle, ces quartiers et ces communes rurales seront privés d'électricité pendant 4 heures le jour et 2 heures la nuit. Ce plan, comme on l'a indiqué là-dedans, peut être moins ou plus. Moins, c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Parce que si on a moins de 20 mégas à délester, c'est ce qu'on souhaite. Mais plus, chaque fois qu'un groupe va quitter le réseau. Toutes nos excuses à la population pour tous les désagréments. Des dispositions sont prises pour que le délestage ne persiste. Parmi les actions d'amélioration de la desserte, il y a l'accord signé le 3 avril avec la Côte d'Ivoire pour la fourniture d'une puissance additionnelle de 15 MW. La presse est conviée sur le site de Dar Salam qui reçoit dans quelques semaines une nouvelle centrale de 20 groupes pour une puissance de 18 MW. 2 nouveaux transformateurs vont doubler la puissance de ceux déjà saturés et la porter à 20 MW. Pourquoi la révision décennale des groupes ne se fait pas? Notre trésorerie aujourd'hui ne nous permet pas de faire face à nos charges d'exploitation et faire de l'investissement. Le Manantali n'a pas pu faire sa décennale. Ça, c'est pas EDM. C'est un secteur qui demande beaucoup d'argent. Quelle que soit la planification que tu fais, si dans ta planification tu n'arrives pas à exécuter, ce n'est pas parce que Séléngué n'a pas été planifié. Chaque année, ça se fait. Mais le coût, il faut trouver l'argent. Le directeur général de EDM-SA ne le cache pas. Il prie pour qu'il pleuve sur le pays. Ouverture ce matin d'une journée de réflexion sur les forces et les insuffisances de la charte des partis politiques au Mali. La rencontre vise à échanger sur les perspectives d'amélioration de la charte des partis politiques. Elle est organisée par le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie. Daouda Sidiki Diarra, reportage. Pour l'ancrage de la démocratie au Mali, la charte des partis politiques a été adoptée en 2005, ce qui a permis un encadrement des activités des partis jusqu'à nos jours. Certes, il y a eu des acquis, mais aussi des insuffisances. Cette journée a été initiée par le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie samedi pour ouvrir les débats autour des insuffisances constatées ces dernières années. Et réussir une telle mission implique nécessairement la participation des acteurs politiques que vous êtes, car ils sont les premiers concernés et sont les mieux placés pour apprécier la portée des textes dans l'organisation et le fonctionnement du fait partisan. Une communication sur la charte des partis politiques forces et faiblesses sera faite au cours de cette journée de réflexion. La charte des partis représente un document juridique consensuel qui détermine la création, l'organisation, le fonctionnement, le financement des partis ainsi que les conditions de suspension de leurs activités et de leur dissolution. Ce document donne la substance même du cadre légal des partis politiques au-delà de l'énonciation des principes démocratiques. Il est attendu de cette journée de réflexion une émergence d'un débat politique et la formulation de propositions consensuelles visant à améliorer la charte des partis politiques. Point de presse du Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ, 2 sujets à l'ordre du jour. Féliciter le président de la République pour son engagement en faveur de la promotion des jeunes et ensuite solliciter de lui la création d'un département jeunesse et citoyenneté. Abraman Maïga.
À travers cette conférence, le Conseil national de la jeunesse CNJ Mali voulait s'entretenir avec les hommes des médias sur 2 points. Le premier est relatif à la nomination de Moussa Mara à la primature. À ce sujet, le CNJ salue le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour son engagement en faveur des jeunes. Nous sommes très heureux. Nous avons accueilli cette nouvelle avec beaucoup de joie, que ce soit un jeune qui soit porté à la tête du gouvernement. Et donc, nous le félicitons pour ça et nous lui assurons, en tant que Conseil national de la jeunesse du Mali, tout notre soutien et toute notre disponibilité à nous engager à leur côté pour la réussite de tous les grands chantiers qu'ils vont mener. Le second point de ce face-à-face était consacré à une sollicitation du Conseil national de la jeunesse. Elle concerne la séparation de la jeunesse et des sports. À la formation du nouveau gouvernement, le CNJ Mali sollicite la création d'un département relatif à la jeunesse et à la citoyenneté. Aujourd'hui, quand on regarde dans la pratique beaucoup de ministères, tout le monde, je vais dire, c'est le thème qui soit le plus transversal possible. On dit la thématique jeunesse est transversale, mais la citoyenneté, la promotion des valeurs civiques aujourd'hui aussi est quelque chose qui s'impose et est aussi transversal. Cette conférence a également servi de cadre pour présenter quelques actions futures du Conseil, parmi lesquelles la tenue dans notre pays du premier forum international de la jeunesse sur la paix et la sécurité. Cette rencontre qui réunira les jeunes de l'espace sahélo-saharien sera l'occasion pour les jeunes d'apporter leur contribution à la résolution de la crise sécuritaire dans l'espace sahélo-saharien. L'actualité hors du Mali, le Transouest renaît de ses cendres avec le lancement des travaux du tronçon ferroviaire Niamey-Cotonou. 1050 km pour 1 milliard d'euros de travaux. La dite ligne de chemin de fer va relier 5 pays de la sous-région, à savoir Niamey, Cotonou, Lomé, Ouaga et Abidjan. Mais pour l'heure, c'est le tronçon Cotonou-Niamey qui sera achevé d'ici 2015. Le train est arrivé en gare de Niamey. Au Niger, le démarrage des travaux de la ligne de chemin de fer Niamey-Cotonou a attiré du monde. Un grand jour pour remettre sur les rails un vieux rêve, la boucle ferroviaire d'Afrique de l'Ouest. L'événement que nous célébrons aujourd'hui répond parfaitement aux aspirations d'environ 60 millions de citoyens qui peuplent nos 5 pays et pour lesquels, j'en suis sûr, ce projet est emblématique des transformations que connaît notre sous-région. Arrêtée à Parakou dans les années 30, la ligne Cotonou-Niamey va être enfin achevée d'ici décembre 2015. 1050 km pour 1 milliard d'euros de travaux. Le groupe Bolloré a été choisi comme partenaire du projet. C'est un moment très important parce que les habitants du Niger attendent depuis plus de 70 ans qu'il y ait un train qui leur permettent d'importer des marchandises, exporter des marchandises, mais surtout permettre aux habitants du Niger de se déplacer. Parce qu'un train, ce n'est pas seulement un moyen de transport, c'est un moyen aussi de communiquer avec les autres. Cotonou-Niamey n'est que le premier volet d'un Transouest qui parcourra 3000 km et reliera 5 pays. En août, un deuxième tronçon reliera Ouagadougou à Abidjan. Niamey sera ensuite relié à Ouagadougou. La boucle sera bouclée par le tronçon Abidjan-Lomé-Cotonou. Le chemin de fer, ce tronçon, pour cette boucle, nous permet de mutualiser nos richesses, nos efforts. Nous tous, nous aspirons de manière accélérée à l'émergence économique, politique, sociale de notre sous-région. L'ère des poids lourds est bientôt révolue. Voie plus rapide et plus sûre pour transporter les ressources minières, le Transouest va redonner un peu d'air aux piétons et aux automobilistes de la sous-région. Le Centre culturel malien de New York vient de recevoir une attestation de reconnaissance délivrée par le Consult Member de la ville de New York. Ceci pour les actions qu'il mène en faveur de la promotion des droits des femmes. C'était au cours d'une conférence organisée par l'association, conférence au cours de laquelle sa présidente exécutive, Dao Oumouda-Mbélé, a souligné qu'il ne devrait pas avoir de parité homme-femme dans la gestion publique, mais qu'il faut instituer un système de quotas. Nous l'écoutons. Malgré l'amalgame qui l'entoure aujourd'hui, la participation de la femme à la prise de décision est une nécessité pour le Mali. La Commission des Nations Unies, chargée de contrôler la mise en œuvre de la Convention sur les femmes de 1979,
précise dans sa recommandation que la démocratie n'aura d'effet durable que lorsque les décisions politiques seront prises à la fois par les femmes et les hommes et tiendront compte de façon égale des intérêts des unes et des autres. Chacune de nous doit nourrir une envie audacieuse de vouloir changer les choses en notre faveur, car nous sommes les piliers de cette société. Nous sommes à tous les niveaux, à toutes les épreuves. Gardons à l'esprit que nous défendons la cause de la femme rurale de Yélimani, de la commerçante de Anderboukan, la ménagère de Kouri, l'entrepreneur de Bamako, les étudiantes des différentes facultés, les jeunes lycéens de toutes les régions du Mali, sans oublier celles des écoles techniques et professionnelles. Pourquoi pas celles de New York? L'UNICEF et le réseau des communicateurs traditionnels pour le développement au Mali et en Afrique de l'Ouest unissent leurs efforts pour lutter contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Pour cela, il vient de lancer une campagne de sensibilisation et d'information ce matin. C'était en présence de Nando Dambélé. Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est dans cette logique que s'inscrit la campagne d'information et de sensibilisation qui vient d'être lancée. Elle est destinée au district de Bamako et aux communes du Mandé. C'est principalement prévenir l'ensemble des Maliens contre la fièvre hémorragique d'Ebola. Prévenir le maximum de Maliens contre cette épidémie. C'est ça l'objectif principal. Pour mener à bien la campagne, 150 communicateurs locaux et les crieurs publics sont mis à contribution. Notre stratégie, c'est une stratégie de proximité. Le Rocotrad a des agents, des communicateurs traditionnels sur le terrain depuis 4 ans qui travaillent dans le cadre des gestes qui sauvent. Il s'agit de véhiculer les messages formulés dans l'aide-mémoire du mobilisateur et d'apprendre les gestes qui sauvent aux populations. Dans l'aide-mémoire, on retrouve les signes annonciateurs de la fièvre Ebola, son mode de transmission, les mesures à prendre pour éviter la contamination et l'appui aux malades et leurs familles. La présente campagne vient s'ajouter au paquet d'activités déjà existants entre l'UNICEF et le Recotrad il y a 3 ans. En deuxième région, Oxfam Novib intensifie sa collaboration avec ses partenaires du Mali. La directrice internationale de cette organisation en visite dans notre pays vient d'échanger avec les responsables du groupe de suivi sur le processus budgétaire de l'État et des communes. La correspondance de Brahima Kouni. La directrice internationale de Oxfam Novib effectue sa première visite au Mali. Farah Karimi est venue à Koulikoro pour s'enquérir de l'état d'avancement des activités du groupe de suivi budgétaire, un de ses partenaires. Le travail qui est fait par le groupe de suivi budgétaire est un travail très très important. Comme vous le savez, pour qu'il y ait développement, il faut l'implication des populations et le groupe suivi budgétaire fait en sorte que la population soit impliquée dans le processus de dépenses, dans le processus budgétaire. Madame Farah Karimi a aussi tenu une réunion avec les responsables du groupe de suivi budgétaire et ses partenaires. Les acquis de la collaboration avec la mairie de Koulikoro et des perspectives d'avenir pour une bonne gouvernance budgétaire étaient au menu des échanges. Nous sommes en train de collecter des données permettant de faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour que la part allouée aux collectivités, notamment dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé et de l'hydraulique, pour que cette part puisse augmenter dans les jours à venir. Au départ, on les voyait vraiment d'un mauvais œil. Mais suite à beaucoup vraiment de contacts, de rencontres avec nous, on a compris que vraiment ils sont là pour nous appuyer. La directrice internationale de Oxfam Novib invite le groupe de suivi budgétaire à mieux promouvoir la participation de la société civile au processus budgétaire de l'État et des communes. Grâce à l'ONG Mali Ilfeu, les villages de Tassona et Mazona dans le cercle de Bla bénéficient désormais de 2 maternités. Financées à hauteur de 52 millions de francs CFA, les 2 structures viennent d'être inaugurées, c'est ce que nous dit Amara Mali Diallo. Les populations des villages de Tassona et Manzona dans le cercle de Bla vont enfin pousser un grand ouf de soulagement parce qu'elles vont finalement éviter ces routes non bitumées pour l'évacuation des femmes sur les centres de santé.
En effet, grâce à un financement de près de 52 millions de francs CFA de l'ONG allemande Mali Hilfe, Tassona et Manzona disposent désormais pour chaque village d'une maternité rurale avec latrine et panneaux solaires pour l'électricité. Ça va permettre aux femmes de notre village d'accoucher sur place au lieu de parcourir une distance qui sera très difficile pour elles. La cérémonie d'inauguration, on l'imagine, a draîné une foule de grands jours sur la place du village. Autorités politiques et administratives ont tous salué cette initiative qui aura vu la participation de chacun des deux villages à hauteur de 15% du budget total. La maternité rurale de Tassona viendra mettre fin au calvaire de la localité, non seulement par la réduction des distances pour rejoindre les centres appropriés en vue d'administrer les soins aux enfants et à leurs mères, dans un pays où les transports sont peu développés, mais aussi en diminuant les coûts de prise en charge. La cause qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est un point très important de la santé. La maternité tient la santé de la mère et du bébé. Après Tassona, 5 km plus loin, Manzona, autre lieu, même événement, même acteur, tout naturellement même discours pour mettre fin à cette journée d'inauguration qui viendra finalement mettre un terme au calvaire des femmes. Ces réalisations, il faut le souligner, ont été rendues possibles grâce au dévouement de Mme Sangaré Mariam Diarra, ancienne présidente du Conseil de Cercle de Blas. Plan Mali lance le projet d'élevage des caprins dans 20 villages de Kita. L'objectif de ce projet est d'améliorer le statut social et économique de 1500 femmes en situation difficile. Le reportage de Khadija Toukone. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme Résilience des communautés, Plan Mali a bénéficié de l'appui financier de Plan Allemagne pour mettre en œuvre le projet élevage des caprins. D'une durée de 18 mois et financé à plus de 100 millions de francs CFA, le projet élevage des caprins apportera une réponse aux attitudes sociales discriminatoires en milieu rural. Donc le projet dote les femmes en caprins, c'est-à-dire une femme pour 2 têtes de caprins. Donc ce sont les groupements de femmes jusqu'à 25 membres. Donc ça veut dire qu'un groupement de femmes de 25 membres va bénéficier de 50 caprins. Donc à raison de 10% comme mâle et les 90% ça c'est les femelles. Nous les femmes, nous apprécions ce projet parce que si la femme gagne quelque chose, elle contribue beaucoup aux charges de la famille. En cas de maladie des enfants, nous allons nous en sortir. Le projet élevage des caprins boostera donc l'autonomie des femmes de Kita en renforçant leur position financière. Pour manifester leur joie, elles ont organisé une grande fête folklorique ici à Abidjan, primo pour célébrer la journée internationale de la femme et secondo remercier Plan Mali qui se bat tous les jours pour la cause des femmes et des enfants. La section droit humanitaire des forces armées de sécurité vulgarise les règles de bonne conduite du militaire avant et après les conflits armés dans les centres de formation du Mali. C'est ainsi qu'une mission conduite par le commandant Aminata Diabaté s'est rendue au centre de formation de Bafo en 4e région. Fousseini Samake, reportage. En se rendant au centre de formation de Bafo en 4e région, cette mission conduite par le commandant Aminata Diabaté avait comme objectif vulgariser les règles de bonne conduite du militaire vis-à-vis des aspects juridiques internationaux sur le respect des droits de l'homme et les violences basées sur le genre. Ce document produit par la Direction des forces armées et de sécurité permettra aux militaires des centres de formation du Mali de mieux maîtriser les droits humains internationaux avant, pendant et après les conflits armés, surtout la protection des femmes et des enfants. Ces séances de vulgarisation, c'est pour vous dire qu'au sein des forces armées de sécurité, nous détenons un outil précieux qui parle de tous les aspects juridiques, nationaux et internationaux, toutes les ratifications faites par notre pays, le Mali, en matière de respect des droits de l'homme, et dans la mise en œuvre, nous devrons montrer à l'opinion nationale et internationale que nous sommes engagés à aller vers le respect strict de ces droits de l'homme. Les responsables des formations ont apprécié cette initiative. C'est une aubaine pour nous d'avoir effectivement ce code de conduite qui nous permet de nous comporter d'une manière digne d'un militaire malien sur le terrain. Donc nous
porteurs d'uniforme. Nous, militaires maliens, nous devons protéger ces femmes, nous devons protéger ces enfants-là pour que demain, nous puissions effectivement protéger toute la nation malienne. Rappelons que le Mali a déjà ratifié les différentes conventions relatives aux droits internationaux et humanitaires lors des conflits armés. Lancement en 5e région du projet Talent de la Cité, initié et organisé par l'association Smarts Ségou en partenariat avec l'UNESCO et la formation Festival sur le Niger. Le projet consiste à promouvoir et valoriser la culture et l'art malien. Il concerne les jeunes de 18 à 30 ans et les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. Jules Sambou Sissoko nous en parle. Le projet Talent de la Cité entendait là une compétition nationale d'art, de musique et de tresse traditionnelle dans sa 8e édition. Et la version 2014 est à coup sûr une bonne perche tendue aux jeunes âgés de 18 à 30 ans. Et c'est bien parti pour la saine émulation avec le lancement de cette belle initiative d'expression culturelle à Mopti, pôle 2, comprenant les régions de Gao, Tombouctou et Kidal. Il y aura 30 artistes qui seront présélectionnés, donc que ce soit en art plastique, en musique et en tresse, l'art numérique et la photographie. Et les lauréats recevront des prix qui varient de 500 000 à 2 600 000. C'est une opportunité pour les artistes locaux. Je souhaite que vraiment mon pôle puisse être primé. Le projet Talent de la Cité est accueilli à bras ouverts dans la cité mopticienne. Cette occasion est opportune pour nous et je n'allais vraiment pas manquer cette occasion pour demander à toute la commune de Mopti de soutenir ce projet. Cette cérémonie de lancement a été agrémentée par la prestation des artistes en herbe et les cracks de l'orchestre Le Kanaga National. Et désormais, dans nos librairies au kiosque, cette nouvelle publication sur la monographie des familles Terra. Après plusieurs années de recherche, son auteur, Souri Ibrahim Terra, nous parle avec images à l'appui des origines de ce nom de famille et livre à lire absolument. Voilà. Désormais, dans nos librairies et kiosques. À présent, un tour au musée national où a commencé aujourd'hui l'exposition de Amaguiri Dolo, l'artiste malien de renommée internationale qui vit à Ségou, est un partisan de la nature. Pour cette exposition, le public a rendez-vous avec la terre, le bois et la peinture. Cheikh Oumar Sangaré nous amène à la découverte de l'artiste plasticien. Amaguiri Dolo est un artiste plasticien polyvalent inspiré par la nature. Dans son exposition, on retrouve des œuvres du modélage, de la peinture basée sur la récupération et de la sculpture qui respecte les formes initiales offertes par la nature au bois sculpté. Je dessine, je sculpte, je peins et je fais du modélage appelé terre cuite. Aujourd'hui, l'exposition est musée, voilà, c'est ça, les trois choses, la terre, la peinture et la sculpture. Malgré la touche humaine, les œuvres exposées gardent le plus possible leur aspect d'origine. C'est ce qui fait la particularité de l'exposition organisée par le Musée national conformément à sa vision de promotion de nos arts. Une des vocations du musée, c'est de faire des expositions et de présenter au public malien les artistes maliens qui travaillent. Donc nous avons voulu donner l'opportunité à Amaguiri Dolo, qui est un artiste malien qui vit et travaille à Ségou. Nous avons voulu lui donner l'opportunité d'être vu à Bamako à travers donc une production qui jusqu'à présent n'avait pas été présentée ici. Les spécialistes présents au vernissage reconnaissent la grandeur de l'artiste malien. Cette expo c'est l'une des plus belles expos qui se passe en Afrique. Ça, c'est une réalité. D'abord de par l'espace et de par le travail de l'artiste. Et Dolo est un artiste à encourager et à prendre au sérieux. C'est une école en fait, parce qu'un artiste plasticien, il fait de la sculpture, il fait de la peinture, peut-être même qu'il fait d'autres choses qu'il n'a pas encore montrées. Dolo est un grand artiste. L'exposition de Amaguiri Dolo se poursuivra jusqu'au 31 mai prochain au Musée national.
Voilà, on vous rappelle ce communiqué au chapitre des réactions suite à la nomination de Moussa Mara en qualité de Premier ministre. Nous avons reçu aujourd'hui les messages de félicitations du Rassemblement pour la justice et le progrès, de la Fondation malienne pour l'entraide et le développement, de l'Alliance des nationalistes convaincus pour le développement, de la Coalition pour le développement, CODEMA, de l'Union des forces démocratiques, UFD, des Partis unis pour la République et de l'association Benkouda Solidarité Fraternité malienne en France. Tous félicitent Moussa Mara pour la confiance que le président de la République vient de placer en lui pour conduire l'action gouvernementale et lui souhaitent plein succès. Par ailleurs, le Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA-PAJ, les Partis unis pour la République pure, l'Union des forces démocratiques et l'Association malienne des droits de l'homme, dans des communiqués diffusés dans notre rédaction, condamnent avec la grande fermeté l'attaque armée barbare du domicile de l'ancien président de la République, Alpha Oumar Konaré. Il lance un appel aux autorités pour démasquer et punir les auteurs de cette agression. Nous vous l'annoncions hier dans notre édition de 20h. Notre collègue Ibrahima Damonzon Diarra n'est plus. Décédé hier des suites d'un accident de la circulation, il a rejoint cet après-midi sa dernière demeure au cimetière de Lafiabougou. Il a été accompagné par de nombreux parents, collaborateurs et amis. Mamourou Sidibé. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous. Bonjour, la page météo avec Ibrahim Damonzon Diarra, prévision générale du temps. Cette voix s'est éteinte à jamais. C'est celle de Ibrahim Damonzon Diarra qui a été emporté par un accident tragique hier mardi. Il repose désormais au cimetière de Lafiabougou. Né le 11 mars 1965 à Bamako, il a obtenu le diplôme de technicien supérieur, spécialité élevage du Centre coopératif pour la formation agro-pastorale. Moi, j'ai connu Da juste après son stage à l'IPR, où il était chargé d'encadrer les étudiants pour les travaux pratiques. Juste après ce stage, je l'ai connu à la Sodrivette, une pharmacie vétérinaire. Passionné pour le métier des médias, Da a été recruté à l'ORTM en 2004 dans le corps des animateurs. Le regretté Ibrahim Damonzon Diarra a toujours servi à la direction de la radio rurale, où il s'est véritablement révélé à travers les émissions comme Poy Kampoy, Anitié.